Clélia! Clélia, eh oh, Clélia! Clélia! Bon bah tant pis, pour une fois qu'on est tranquille. Alors les humains, ça va? Vous avez tous enfilé vos manteaux, vos patins et vos bonnets à pompons pour aller aux Jeux Olympiques? Bref, c'est tout bien mignon tout ça, mais qu'est-ce que vous savez vraiment sur les Jeux Olympiques? Wow! Tu fais quoi là, Clio? Ah bah te voilà! Allez zou, on embarque, j'ai une super idée de sujet. J'ai pas le temps là. J'allais au ski. Et puis c'est quoi ton sujet d'abord? Ça te dit quelque chose, les Jeux Olympiques? Bon bah ok, mais rapidement Clio, alors dis-nous c'est quoi ton sujet, c'est quoi les JO, et puis après moi je pars au ski. C'est vrai qu'il va te falloir de l'entraînement si tu veux une médaille. Mais avant, je t'ai concocté une petite série de vidéos exceptionnelles pour tout le mois de février. Et oui, je te gâte. Tout le mois de février? Ouh là là, bah je peux enlever ça alors, Oh là là. Et puis franchement, je suis pas sûre que ça vaille le coup d'en parler aussi longtemps, Tout le monde sait d'où ça vient, les JO, c'était les Grecs, et puis bah il y a longtemps quoi. Oui, merci Clélia pour cette information. À vrai dire, tu serais de toute façon bien en peine de donner une date très exacte, vu que les Jeux Olympiques ont un aspect mythique. Tu pourrais quand même savoir ça, c'est ton époque. D'après ce que j'ai compris, les historiens s'accordent quand même sur le 9e siècle avant notre ère. Oui, le roi d'Élis, Iphitos, une cité du Péloponnèse, les aurait restaurés. Mais à vrai dire, tout ce que l'on sait sur la question nous vient surtout des auteurs antiques comme Pausanias. Selon lui, qui a écrit au IIe siècle sa description de la Grèce, les Jeux Olympiques ont plusieurs fois disparu et réapparu, puis disparu, puis réapparu. Oui, c'est bon, on a compris l'idée. En 884 avant notre ère, Iphitos avait consulté la Pythie de Delphes. Il s'agit d'une prêtresse du dieu Apollon pour trouver une solution pour remédier aux guerres. Dans le monde grec, en effet, une série de cités-États indépendantes sont en conflit permanent. Bref, pour remédier aux guerres, la Pythie lui aurait conseillé d'organiser des jeux sportifs dans la ville sacrée d'Olympie. En accord avec le roi de Sparte, une cité qui n'est d'ailleurs pas la dernière pour faire la guerre, il impose une trêve. On va déposer les armes pendant ces jeux, ce qui est symbolisé par un sacrifice à Héraclès. Héraclès, tu situes Clélia? C'est le demi-dieu qui a une force incroyable et qui est connu pour ses 12 travaux, Hercule pour les Romains. Selon le mythe, après avoir nettoyé les écuries d'Augias de leur saleté, il aurait créé les Jeux Olympiques en souvenir de son travail. Je vois pas trop le rapport avec le fait de nettoyer des écuries en fait. Oui, bon ça va. D'autres versions racontent que c'était plutôt pour fêter ses victoires guerrières. Il aurait construit le temple en l'honneur de Zeus, délimité une enceinte sacrée, l'Altis, et inauguré les premiers Jeux Olympiques himself. Bon après d'autres mythes racontent que ce serait plutôt Zeus qui aurait inventé les jeux, ou même un autre Héraclès qui aurait fait une course avec ses 3 autres frères, et comme ils étaient 4, ils ont décidé que les jeux auraient lieu tous les 4 ans. Logique. Oui bon après il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre non plus. Le mythe grec a certes une fonction religieuse, mais il est surtout là pour expliquer la réalité et la justifier. Le mythe a une vraie fonction politique, tout comme les jeux dès leur début. La rivalité entre les cités grecques va désormais se dérouler sur un plan pacifique. Alors certes, il y aura toujours cette compétition, puisque ce sont les mêmes cités et les mêmes personnes qui s'affrontent, mais sans la guerre. Sa fonction religieuse est aussi évidente. Le sport est d'ailleurs plutôt associé à des cérémonies pour les dieux, notamment chez Homère. Il parle de compétition autour des funérailles du guerrier Patrocle durant la guerre de Troie. Bon Clio, il y a un truc que tu dis pas, c'est qu'ils sacrifiaient beaucoup d'animaux pendant ces jeux. Plus de 100 bœufs vont être sacrifiés pendant les cérémonies. Pas très sympathique, je comprends que tu l'aies pas dit, Clio. Parce que tu es sensible. En tout cas, on sait qu'à partir de 776 avant Jésus-Christ, les jeux sont régulièrement célébrés. Le calendrier grec est divisé en périodes de 4 ans, ce qu'on appelle les Olympiades. Et donc tous les 4 ans, les athlètes du monde grec se retrouvent à Olympie en plein été, au moment de la pleine lune. Absolument, mais ce ne sont pas les seuls jeux à scander le temps. Il en existe d'autres qui rassemblent le monde grec dans d'autres sanctuaires religieux, à Delphes, Corinthe, Némée, même si les Jeux Olympiques étaient les plus prestigieux d'entre eux. Un athlète qui a remporté à la même période au moins une victoire à chacun de ces jeux obtient le titre envié de Périodoniké. En fait, ça ressemble à quoi Olympie? J'y suis jamais allée.
Ah, enfin les vraies questions. Eh bien, c'est un sanctuaire religieux. On y trouve des temples dédiés aux divinités. Évidemment, le plus important, c'est celui de Zeus, puisqu'il contient l'une des 7 merveilles du monde antique, une statue de Phidias. Malheureusement perdue aujourd'hui. Tu me laisses parler, oui ? Donc il y a aussi le temple d'Héra, la femme de Zeus, l'autel de Zeus, l'Altis donc, l'espace sacré planté d'arbres, entouré de murailles où se déroulent les compétitions sportives, aussi de nombreux petits temples et les statues des vainqueurs des jeux. Oui, c'est la classe, hein. Et puis des trésors. Ah, des trésors, enfin quelque chose d'intéressant. Oui, enfin ce sont des petites chapelles appartenant aux cités et qui reçoivent les offrandes des différents peuples grecs. Oui bon, c'est bien sympa tout ça, mais est-ce qu'ils font du sport, nos charmants athlètes là ? Bon alors, il y a le Sénat olympique, l'autorité supérieure des Jeux dans le Bouleuterion. La piste de stade de 192,25 m, soit 600 fois le pied d'Héraclès apparemment, et qui peut accueillir tout de même 40 000 spectateurs. Le gymnasium pour le logement et l'entraînement, l'hippodrome, le Léonidaion pour les Élanodis, c'est-à-dire les juges et les hôtes de marque. Ce sont eux qui vont veiller au respect des règles, et si jamais on ne respecte pas les règles, ils peuvent donner des amendes qui serviront à construire des petites statues de Zeus. Et ouais, je t'embouche un coin, hein, je suis pas la seule à avoir fait grec LV3. Le premier jour vont défiler les juges, les prêtres, les notables et les athlètes. Après des petits sacrifices, les athlètes vont prêter serment devant la statue de Zeus, la main sur l'autel. Autel sur lequel on a immolé un sanglier. Et après ça, c'est parti, les épreuves peuvent commencer. Bon, tu me laisses parler, oui ? Pendant longtemps, il n'y a eu qu'une seule épreuve, la course de stade, le stadium. Et après, il y a eu la double course de stade, le diolos, la course de fond de plusieurs stades, le pentathlon avec des épreuves de course en longueur, lutte, lancer de disque, lancer de javelot. Puis le pugilat, qui est ce que son nom l'indique, la course de chars, la course de chevaux montés, et une épreuve que j'aime bien qui s'appelle le pancrace, qui est une lutte dans laquelle tous les coups sont permis, sauf 2, mordre et arracher les yeux. Bon, du coup, la question qu'on se pose tous, Clio, c'est comment on fait pour participer à ces jeux ? Tu es intéressé ? Malheureusement, ça ne sera pas possible. Il faut être grec, être un homme libre, donc on ne veut pas d'esclaves ni de criminels, et surtout ne pas être une femme. D'ailleurs, celles-ci ne peuvent même pas assister aux jeux sous peine de mort. Bon, ceci dit, il y a des jeux qui sont réservés aux femmes, qui ont lieu en septembre à Olympie, et qui s'appellent les Héréens, en l'honneur de la déesse Héra. Au VIe siècle avant notre ère, on assiste à un véritable tournant. Selon les historiens, c'est la naissance de l'athlète tel qu'on l'entend aujourd'hui. On voit que désormais certaines personnes vont s'entraîner de manière régulière et progressive, répéter des exercices codifiés, avoir des règles et une diététique adaptée à l'effort. C'est aussi à partir de ce moment-là que les athlètes sont nus, ce qui montre l'intérêt qu'on accorde au corps et à l'effort. Bon, je vais te résumer, Clio, parce que j'ai un entraînement de ski après, donc j'ai pas trop le temps. En gros, va naître l'idée de faire du sport sans but extérieur. C'est une culture du sport qui va glorifier la force, la virilité, la vigueur, la santé. Et les infrastructures sportives vont se multiplier dans tout le monde grec. Épictète écrit d'ailleurs: tu dois accepter une discipline, te soumettre à un régime, t'abstenir de friandises, faire de l'exercice par nécessité à une heure déterminée, sous la chaleur et le froid, ne pas boire frais ni de vin. De plus, dans le combat, tu devras ramasser de la poussière, parfois te démettre la main, te fouler le pied, avaler beaucoup de sable, recevoir le fouet. Et avec tout cela, il pourra t'arriver d'être vaincu. Quand tu auras réfléchi à ces choses, si tu le veux encore, prends le métier d'athlète. Ouais, mais les friandises quand même... Bon, j'imagine que ça plaît pas à tous les philosophes grecs, cette histoire. Non, c'est vrai, Pythagore est contre la compétition, Élien dit que c'est vain, que seule la force du travailleur compte. Et Xénophane regrette qu'on porte au nu l'athlète plutôt que le poète ou le philosophe. Les athlètes deviennent d'ailleurs des stars. Le lutteur Milon de Crotone est comparé au demi-dieu Héraclès. Les champions olympiques sont totalement adorés dans leur cité. Par exemple, certaines villes ont dû construire des portes plus grandes pour pouvoir accueillir les vainqueurs avec leurs chars. Bon, ceci dit, tout n'est pas non plus tout rose puisqu'il y a déjà des histoires d'argent. Par exemple, en moins 384, il y a un athlète de Crète qui va être acheté par une autre cité et va concourir pour cette cité aux prochaines Olympiades. Et les Crétois vont être tellement déçus qu'ils vont l'exiler. Et oui, il ne faut pas complètement idéaliser les Jeux Olympiques de l'Antiquité, on est bien loin de l'image qu'on a pu s'en faire. Bon, faut dire aussi que les vainqueurs ne gagnent pas seulement une couronne de laurier. Les cités offrent de nombreux cadeaux et en particulier de l'argent. Les tricheries et la corruption font légion et ça brasse vraiment beaucoup d'argent. Même la trêve sacrée qui doit permettre aux athlètes de voyager dans toute la Grèce en sécurité n'est pas toujours respectée. Bah oui, en fait, on continue les guerres. Voire on attaque Olympie elle-même.
Lors de la 103e Olympiade, les Arcadiens vont s'emparer du sanctuaire pour organiser leurs propres jeux. Certains hommes politiques vont profiter des jeux pour faire tout simplement leur propagande. Et dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est le début de la décadence à cause des guerres entre Athènes et Sparte, la fin de la dépendance des cités sous les Macédoniens comme Alexandre le Grand. Et en 146 avant notre ère, le destin de la Grèce bascule. Elle fait désormais partie de l'Empire romain. Et il me semble que les Romains préfèrent quand même le cirque. Si, tout à fait. Alors ça n'empêche pas les empereurs romains de participer aux Jeux Olympiques, mettant fin d'ailleurs à la règle qui veut que les étrangers n'aient pas le droit de concourir. Néron, par exemple, aurait triché lors de la course de chars. Mais c'était tout de même la fin, désormais on préfère assister au combat de gladiateurs. Ainsi, en 394, l'empereur chrétien Théodose va abolir ces Jeux dans l'indifférence la plus totale. Et on dirait bien que c'est le début des malheurs pour Olympie. Oui, le sanctuaire est détruit par les Goths en 395, le temple de Zeus est incendié par l'empereur Théodose II en 426, puis les tremblements de terre finissent le travail en 550. Les Jeux Olympiques demeurent tout de même un idéal pour de nombreux intellectuels, en particulier à la Renaissance et au XVIIIe siècle. Dès le début du 19e siècle, on a repéré le site et on commence les fouilles. C'est surtout l'allemand Curtius qui fait le gros du boulot à partir de 1875, puis le chantier est repris à la fin des années 30 grâce à une subvention d'Hitler. Et tout ça donne envie à certains de faire renaître les Jeux. Oui, mais tu sais quoi Clélia, c'est une autre histoire. Oui, la prochaine fois, parce que là, faut que j'aille m'entraîner. Cette première vidéo sur les Jeux Olympiques est terminée, on espère qu'elle vous a plu. Vous l'avez compris, pour ce mois de février, on va vous proposer tout un cycle sur les Jeux Olympiques. On espère que le sujet va vous plaire et on est bien sûr à votre écoute si vous avez quoi que ce soit à nous dire. Clio sera très heureuse de vous répondre et toujours très heureuse de lire vos commentaires. N'hésitez pas, en attendant, on vous souhaite une très bonne journée et on vous dit à bientôt. Salut! Abonne-toi pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et c'est nos vidéos. Tu peux aussi me suivre, nous suivre sur les réseaux sociaux. Tout est en barre d'infos. Et puis surtout, si tu as des questions ou des idées de vidéos, mets en commentaire, je te répondrai personnellement, c'est promis.